podcast. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, le passage à niveau de Jean Volmier, avec Jacques Berthier, Henri Poirier, Gaëtan Jor, Jean-Jacques Stine, Ivar Canel, Jean Péméja, Nelly Benedetti, Nicole Verville, Malka Rybowska. Réalisation Alain Barou. À quelle vitesse rouliez-vous au moment où votre locomotive a percuté la voiture? Et comme d'habitude, à 120, mon capitaine. Malgré le brouillard? Brouillard ou pas, nous devons maintenir la vitesse. L'heure, c'est l'heure à la SNCF. Que se passe-t-il exactement lorsque vous approchez d'un passage à niveau automatique? Une sonnerie se déclenche, et puis le passage se ferme peu après. Vous vous trouvez alors à combien de kilomètres? 3 environ. Donc, à supposer qu'un automobiliste soit bloqué sur la voie à la suite d'un quelconque incident mécanique, il a le temps de sortir de son véhicule et de se mettre à l'abri. Largement. Et d'ailleurs, entre la sonnerie et l'arrivée du train, il s'écoule environ 90 secondes. C'est plus qu'il en faut pour quitter sa voiture, même pour quelqu'un de pas très nerveux. Peut-être dépassiez-vous le 120 à ce moment-là. Pourquoi? J'étais dans le temps. Mon mouchard est d'ailleurs là pour le prouver. Nous vérifierons. Pour ça, je suis tranquille. Lorsque j'ai aperçu la voiture, j'ai freiné à mort, mais il était trop tard. J'avais à peine 20 mètres de visibilité. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi la voiture se trouvait sur la voie alors que le passage était fermé. Elle est peut-être tombée en panne. Juste à ce moment-là? Ça s'est déjà vu. Dans ce cas, l'automobiliste avait la ressource de sortir des voies. À moins qu'elle ait choisi ce moyen pour se suicider. En restant dans sa voiture? Ça me paraît curieux. Il lui suffisait de s'allonger en travers des rails ou de se précipiter au-devant du train. Si vous n'avez aucun autre élément à me signaler, passez dans le bureau à côté pour faire votre déposition au brigadier. Bien. Ah, c'est vous, capitaine. Comment se porte la gendarmerie? Pas trop mal. Et la médecine légale? Oh, coup-ci, coup-ça. Toujours mes rhumatismes. Vous venez sans doute aux nouvelles. On ne peut rien vous cacher, Toubib. Bon, alors, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors? Pas très catholique, votre accident du passage à niveau. Comment cela? Eh bien, il ressort de l'autopsie qu'au moment du choc, la victime était sous l'effet d'un narcotique, si bien qu'elle ne s'est rendue compte de rien. Et vous en tirez quelle conclusion? C'est difficile de se prononcer actuellement. Ou bien il s'agit d'un suicide, et l'emploi du narcotique s'explique aisément. On se drogue, et le train fait le reste.
Ce qui justifie la position de la voiture en travers de la voie. Ou alors la drogue a été administrée par un tiers. Et il ne reste plus qu'à improviser une petite mise en scène pour suggérer l'accident, oui. Oui. Il était évident, et le meurtrier ne pouvait l'ignorer, qu'à l'autopsie, on trouverait trace du narcotique dans le corps de la victime. Sans doute, mais il espérait que la police allait conclure au suicide. Et qui prouve que ça n'en est pas un. Pour l'instant, rien, voyez-vous. Ouais. Moi, tout ce que je puis affirmer, en tant que médecin légiste, c'est que la victime était droguée. Le reste, c'est votre affaire. Madame Dauphin, je relis votre déposition. Oui. Ma nièce Sophie Merlin, 19 ans, étudiante à l'école des Beaux-Arts, était venue passer ses vacances de Noël chez moi. Le soir de l'accident, elle avait quitté la maison avec sa voiture pour se rendre au cinéma à Aurillac, à une dizaine de kilomètres du bourg. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Vers minuit moins le quart, elle m'a téléphoné pour m'avertir qu'elle avait une panne et qu'il lui était impossible de rouler. Elle a précisé qu'elle passerait la nuit dans un hôtel et qu'elle rentrerait le lendemain matin à la première heure. Toujours exact? Oui. Rassuré sur son sort, je me suis couché et j'ai été réveillé vers 3 heures du matin par des gendarmes qui m'ont appris sa mort. Bien. Vous ne voyez rien d'autre à ajouter, Madame Dauphin? Non, brigadier. Bien. Eh bien, alors je vais vous demander de bien vouloir signer. Oui. Merci. Dans quel état d'esprit se trouvait votre nièce le jour qui a précédé sa mort? Comme d'habitude. Elle vous paraissait pas soucieuse? Oh, pas plus que les autres jours. Pensez-vous qu'elle pouvait avoir des raisons sérieuses pour se suicider? Sophie se suicider? Enfin, pourquoi? À son âge, une déception sentimentale prend parfois des proportions inattendues. Non, elle ne s'est jamais confiée à ce sujet. Sophie était une jeune fille assez réservée, je dirais même renfermée. Enfin, de là à penser au suicide, non. Du côté familial, n'avez-vous rien à ajouter à votre déposition? Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'elle ne s'entendait pas très bien avec mon frère. Ah, Avec ses principes trop stricts, il rencontrait peu de sympathie auprès des jeunes. oui, je comprends. Et avec sa mère? Oh, ma belle-sœur, c'est un autre genre. Cocktail, réception, exposition. Une vie trop mondaine pour lui. Oui, en somme, peu de dialogue entre les parents et leurs filles. Assez peu. L'ambiance familiale, il faut bien le reconnaître, était loin d'être idéale. Peut-être en souffrait-elle? Ce qui expliquerait qu'à la longue... Je l'ignore. Un suicide me paraît tellement inconcevable. Oui, mais alors dans ce cas, Madame Dauphin, il reste le meurtre camouflé en accident. Oh, mais c'est encore plus invraisemblable. Enfin, qui pouvait en vouloir à Sophie au point de la tuer? Oh non, je me refuse à admettre cette hypothèse. Mais quoi qu'il en soit, il ne peut s'agir d'un accident. J'imagine en effet difficilement votre nièce absorbant un narcotique aussi puissant avant de prendre la route en pleine nuit. Et moi non plus. Utilisait-elle habituellement des somnifères? Ça lui arrivait comme à tout le monde, quand elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Oui. Enfin, quel genre de relation avait-elle? Elle habite Paris et moi dans le Cantal. Et comment savoir qui elle fréquentait? Oui, mais ici, dans la région. Ici, je sais pas, moi, elle passait le plus clair de son temps à lire dans sa chambre ou dans le jardin. Recevait-elle du courrier? Si elle a reçu des lettres, elle ne m'en a rien dit. Madame Dauphin, il y a tout de même quelque chose qui m'étonne dans le comportement de votre nièce. Quoi donc? Vous m'avez bien dit qu'elle vous avait quitté ce soir-là pour aller au cinéma. Oui? Nous n'avons trouvé aucun ticket sur elle, ni dans son sac, ni dans son manteau, ni... Peut-être l'avait-elle jeté en sortant du spectacle. À moins qu'elle n'ait été accompagnée. Ce qui expliquerait l'absence de billets. Elle ne m'avait pourtant pas parlé de rendez-vous. Oui, une nièce ne dit pas forcément tout à sa tante. Et cette histoire de cinéma n'était peut-être qu'un prétexte pour sortir. Et cette panne de voiture, un autre pour ne pas rentrer. Qu'en pensez-vous, Madame Dauphin? Je ne sais plus. C'est une hypothèse.
D'autant plus vraisemblable que nous avons fait la tournée de tous les hôtels de la ville et des environs. Personne n'a reçu la visite de votre nièce, seule ou accompagnée. Donc l'histoire de la panne ne tient pas. Et vous en tirez quelle conclusion? Que votre nièce avait rendez-vous ce soir-là avec quelqu'un de la région qui possède un appartement ou une villa et avec lequel elle avait décidé de passer la nuit. Une nuit qui s'est terminée tragiquement pour elle. Comme je vous le disais au téléphone, Monsieur Merlin, la police judiciaire de Paris a reçu une commission rogatoire du juge d'instruction de Rillac pour enquêter au sujet de la mort de votre fille. De ma belle-fille, monsieur l'inspecteur. J'ai reconnu Sophie en épousant sa mère il y a 18 ans de cela. Que savez-vous d'elle? Voulez-vous m'accompagner dans mon bureau? Oui. Disais, que savez-vous d'elle? Une jeune fille assez peu expansive. Je dirais même renfermée, du moins à la maison. Ses relations? Des étudiants comme elle, je suppose. Vous supposez? Vous savez, avec les responsabilités que j'assume dans mon usine, je n'avais guère le temps de m'occuper de ces détails. Enfin, il vous arrivait tout de même d'avoir des conversations avec elle? Assez rarement. D'ailleurs, le matin, je pars de très bonne heure et je rentre très tard le soir. Et quand elle était adolescente? Sophie a fait ses études secondaires au pensionnat Sainte-Marie jusqu'à cette année, où elle est entrée aux Beaux-Arts. Autrement dit, vous savez peu de choses de votre belle-fille. Elle ne s'intéressait pas particulièrement à mes travaux. Quant à moi, les Beaux-Arts, vous savez... Dois-je comprendre que son choix n'était pas de votre goût? De par ma formation, je parviens difficilement à concevoir ce genre d'existence. Pour tout vous dire, ils ne me paraissent pas très sérieux, ces perpétuels étudiants à cheveux longs, habillés n'importe comment, vivant d'on ne sait quoi et on ne sait tout. Donc, selon vous, l'assassin pourrait fort bien appartenir à ce milieu? Tout ce que je puis vous dire, c'est que ce milieu ne me paraît guère reluisant. On y fume de la marijuana, on s'y drogue plus ou moins, on y boit encore davantage. Vous appréciez peu les artistes, monsieur Merlin. Je mentirais en vous disant le contraire. J'avoue que je ne prise pas spécialement ceux qui foulent aux pieds les valeurs et les principes qui ont fait leur preuve depuis tant de générations. Et Madame Merlin, qu'en pensait-elle? Nos opinions sont différentes. Il est vrai qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, donc davantage proche de cette génération. Comme les jeunes apprécient peu d'être mis en face de leurs responsabilités, ils se tournent naturellement vers ceux qui manifestent moins d'autorité à leur égard. Avez-vous d'autres enfants? Non, et c'est le regret de ma vie. J'avais toujours rêvé d'un fils ingénieur et je pensais que Sophie... Pour en revenir aux relations de votre belle-fille, pourriez... Je pense que Madame Merlin pourra vous en apprendre davantage. Bonjour, inspecteur. Des hommages, madame. Madame, après mon entretien avec votre mari, j'essaie encore d'imaginer le genre de relation que pouvait avoir votre fille. Les jeunes gens qu'elle connaissait appartiennent pratiquement tous à d'excellentes familles. Monsieur Merlin ne semble pas partager ce point de vue. Il va même plus loin puisqu'il prétend que le meurtrier pourrait se trouver parmi le petit groupe que fréquentait votre fille. Mais si. Son mépris pour les barbes et les cheveux broussailleux explique sans doute ses réactions. Et qu'entendez-vous par là? Eh bien, pour lui, cette jeunesse est synonyme de drogue, de névrose, de sexualité débridée. Revenons à votre fille. Était-elle capable de transporter dans sa voiture des inconnus? Des autostoppeurs, par exemple? Dans la journée, c'est vraisemblable. Mais la nuit, en pleine campagne, ce serait étonnant. Car elle était d'un naturel un peu craintif, en dehors de son petit groupe.
Cette opinion est d'autant plus valable que nous avons toutes les raisons de penser qu'elle connaissait son meurtrier, puisqu'elle a passé une partie de la nuit avec lui avant d'être assassinée. Oui, bien sûr. Après son coup de téléphone à sa tante, il est aisé d'imaginer le scénario. Pour des raisons que nous ignorons encore, le compagnon de votre fille décide de la supprimer. Il lui verse un narcotique dans une boisson quelconque. Puis alors qu'elle est endormie, il la transporte dans sa voiture en organisant la mise en scène que nous connaissons. Oui. Une mise en scène parfaitement élaborée, puisque le meurtrier savait fort bien qu'un train franchissait ce passage à niveau à une heure déterminée de la nuit. Qui pouvait connaître ces détails, sinon quelqu'un de la région, ou une personne qui y séjourne fréquemment? Voilà qui exclut l'hypothèse d'un meurtrier, condisciple de ma fille. À moins qu'il n'ait des attaches dans le Cantal. De tous les garçons qui fréquentaient la maison, aucun, à ma connaissance, n'en avait. Vous ne les connaissez sans doute pas tous. Oh non, bien sûr. Mais est-il possible qu'un des amis de ma fille lui en ait voulu au point de la tuer? Si toutes les névroses étaient écrites sur les visages, le spectacle des gens serait effrayant. Bonjour, Madame Dauphin. Bonjour. Je voudrais bien m'excuser de venir à nouveau vous importuner. Oui. Et, enfin voilà, j'ai recueilli un élément assez curieux. Ah. Oui. Et de quoi s'agit-il? Vous connaissez Monsieur Vermelaine? L'industriel qui habite le château au bout du village. Oui, exactement. Et pourquoi cette question? Selon certaines rumeurs, il semble qu'il connaissait particulièrement votre nièce. C'est-à-dire? Des gens prétendent les avoir rencontrés au cours de leur promenade en forêt. Sophie? Avec Monsieur Vermelaine? En forêt? C'est du moins ce qu'on prétend. Les gens sont si malveillants. Vous ne l'ignorez pas, brigadier. Moi, je vous répète ce qu'on m'a dit. Et on les aurait vus. Ensemble. Pas exactement. Eh bien alors? On aurait aperçu la voiture de votre nièce et celle de Monsieur Vermelaine dans une des allées du bois, et cela à différentes reprises. Et s'agissait-il effectivement de la voiture de Sophie? On la connaît tout de même bien dans le bourg. Rien ne ressemble plus à une 2 chevaux qu'une autre 2 chevaux. Ah oui, mais avec les mêmes particularités, c'est assez troublant. Lesquelles? La portière avant gauche légèrement enfoncée. Il y a une petite poupée au-dessus du rétroviseur intérieur. Est-ce le seul détail, brigadier? Non, il y a un pare-choc tordu à l'arrière gauche. Ça, c'est exact. Un plaid écossais sur les sièges avant. Des couvertures écossaises. Mais il y en a des milliers qui courent sur les routes. Ces coïncidences ne vous paraissent pas troublantes? C'est évidemment curieux. Enfin, cela prouve quoi? Tout simplement que votre nièce fréquentait Monsieur Vermelaine, et que s'ils se rencontraient en plein cœur de la forêt, c'était certainement pas par pur hasard. Ma nièce, avec Monsieur Vermelaine. Enfin, il a 25 ans de plus qu'elle. Ah non, c'est ridicule. Ridicule? Pas tellement. S'il est vrai que les jeunes filles éprouvent parfois un certain penchant pour les hommes plus âgés, elles n'envisagent pas pour autant de faire leur vie avec eux. Ce qui veut dire? Supposons que Monsieur Vermelaine ait eu l'intention de divorcer pour épouser votre nièce et qu'elle ait refusé. Et il l'aurait tuée par dépit. Voyons, brigadier, votre raisonnement est un peu simpliste. On peut encore envisager une autre hypothèse. Laquelle? Si certaines personnes ont été informées de leur liaison, pourquoi pas Madame Vermelaine? Drame de la jalousie. Vous extrapolez, brigadier. Vous ne possédez aucune preuve formelle d'une liaison entre ma nièce et Monsieur Vermelaine. Des preuves formelles, pas encore, mais de fortes présomptions, sûrement. Des ragots, voilà tout. Il n'empêche que vendredi dernier, en début d'après-midi, c'est-à-dire à quelques heures du crime, leurs 2 voitures ont été vues côte à côte et toujours dans la forêt. Coïncidence un peu curieuse, vous trouvez pas? Vendredi dernier, dites-vous? Oui, et les témoignages concordent là aussi.
Attendez. J'essaie de me souvenir. Qu'a-t-elle fait ce jour-là? Ah oui. Oui! Elle est allée faire des courses à Aurillac. Vous voyez bien qu'il faut parfois prendre les ragots au sérieux. D'abord le coup du cinéma, ensuite celui de la panne, et maintenant les courses à Aurillac. Pas très portée sur la vérité, votre nièce. Capitaine, quelle surprise de vous voir ici à cette heure. Mes hommages, madame. Cette fois, je suis en service. En service? Oh, racontez-moi. Mais auparavant, asseyez-vous. Merci. Le service ne vous empêchera pas de prendre un whisky. Hélas, si. Oh, mais ça a l'air sérieux. Et très sérieux, en effet. Vous m'inquiétez. De quoi s'agit-il? De la mort de Sophie Merlin. Ah oui, la petite qui a été tuée au passage à niveau. Votre mari est-il là? Non, il est à Paris, où il participe à un symposium. Madame Vermeulen, ma position est extrêmement délicate. D'autant que j'ai le plaisir de compter parmi vos amis. Et d'être le meilleur bridger de tout le canton. Mais j'ai aussi le triste privilège d'effectuer une enquête. Chez vous. Chez moi? Et à propos de Sophie Merlin? Mais quel rapport entre cette fille et moi? J'avoue qu'il m'est pénible d'aborder ce problème. Enfin, voilà. Un de mes brigadiers a recueilli des témoignages, tous concordants, et qui semblent prouver que votre mari et Sophie Merlin se rencontraient souvent. En forêt. En forêt? Et alors? Qui dit rencontre répétée suppose, logiquement, une liaison. Et certaines liaisons se terminent parfois tragiquement. Comment? On accuserait mon mari d'être mêlé au meurtre de cette Sophie Merlin? Cette éventualité n'est pas exclue. Et non seulement on parle de drame passionnel, mais on évoque également l'hypothèse d'un drame de la jalousie. Ah, parce que moi aussi... Oh, non, ce serait drôle si ce n'était tragique. Ah, j'espère au moins que vous n'accordez aucun crédit à de tels racontards. Ces rumeurs commencent à se répandre et dans une affaire aussi dramatique que celle-ci, je suis bien obligé de les prendre en considération. Que puis-je faire contre de telles rumeurs, capitaine? Il vous suffit de me fournir des alibis solides sur l'emploi du temps de votre mari et sur le vôtre, le soir du crime. Et si nous n'en avons pas? Dans ce cas, ce serait évidemment fort ennuyeux. Vous vous trouveriez placés l'un et l'autre dans une situation délicate. Et que voulez-vous savoir plus précisément? Ce que vous faisiez le soir du crime. Oh, j'étais certainement ici. Avez-vous des témoins susceptibles de confirmer vos déclarations? Quand le crime a-t-il été commis exactement? Dans la nuit de vendredi à samedi. De vendredi... Ah oui, notre valet de chambre et notre cuisinière étaient absents ce soir-là. D'habitude, ils prennent leur dimanche. Oui, il s'agit d'un couple. Mais exceptionnellement, ils m'avaient demandé de partir vendredi soir pour régler certains problèmes familiaux. Très ennuyeux. Ah, je ne pouvais pas prévoir qu'un crime allait être commis précisément cette nuit-là. Il est à craindre que le juge d'instruction ne tire de ses absences des conclusions gênantes pour vous. Par ailleurs, capitaine? Par ailleurs, je suis étonné du peu de réaction que vous avez manifesté quand je vous ai fait part des rumeurs selon lesquelles votre mari entretenait une liaison avec la victime. En général, une épouse mise au courant de son infortune... Je vais peut-être vous surprendre, ou même vous choquer, capitaine. Mais le fait que mon mari ait une liaison ne constitue pas un événement de nature à troubler ma tranquillité. Ah, bon. Et j'ai pour cela d'excellentes raisons. Serait-il indiscret de vous demander lesquelles? Nous avons fait, mon mari et moi, un mariage de convenance. Vous n'êtes pas sans savoir que les fortunes contraignent parfois les héritiers à se soumettre
à certaines exigences. Certes, mais encore. Si nous avons accepté cette situation, cela implique de part et d'autre une indépendance totale. Dans le respect mutuel, bien sûr. Avec un maximum de discrétion. Me suis-je bien fait comprendre, capitaine? Parfaitement, madame. Je suis navrée d'avoir été contrainte de vous faire de telles confidences, mais étant donné la tournure des événements... Pensez-vous sincèrement, madame, qu'un juge d'instruction puisse se satisfaire d'une telle explication? Votre mari était apparemment la seule personne avec laquelle mademoiselle Merlin entretenait des relations sentimentales. Il est à craindre que vous ne fassiez l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, figure de suspect. D'autant que vous ne disposez d'aucun alibi sérieux pour la nuit du crime. Capitaine, après cette confession, vous devez bien comprendre que je ne souffre pas du vice de la possession et que je ne suis pas obsédée par la jalousie. Par conséquent, quel mobile pourrait-on m'attribuer pour le meurtre de cette jeune personne? Le vice de la possession ne se manifeste pas uniquement dans le domaine passionnel. Et que voulez-vous dire? Il y a également l'intérêt. Oh, expliquez-vous. Vous avez fait, me dites-vous, un mariage de raison. Oui. Un mariage de raison fondé sur des intérêts réciproques. Ne représentez-vous pas l'une des fortunes les plus importantes de la région? Oui, c'est possible, mais où voulez-vous en venir? Supposons toujours que votre mari se soit follement épris de cette jeune fille, qu'il ait décidé de l'épouser et qu'elle ait accepté. Ainsi, vous iriez jusqu'à m'accuser de l'avoir supprimée pour sauvegarder mes intérêts. Je tiens le raisonnement que le juge d'instruction risque de se tenir. Car enfin, ce mariage... Purement hypothétique, capitaine. ...aurait pu avoir pour vous des conséquences assez fâcheuses sur le plan financier. Chacun sait que la fortune de votre mari a permis de donner un nouvel essor à l'usine de votre père, dont on dit qu'elle était au bord de la faillite. Et comme vous avez conclu un mariage de raison, c'est-à-dire d'argent, vous imaginez les déductions qu'on peut en tirer. Vous ne manquez pas d'imagination, capitaine. La défense de vos intérêts, chère madame, pourrait constituer aux yeux du juge d'instruction un mobile intéressant, en l'occurrence. En somme, me voilà devenue la suspecte numéro 1. N'exagérons rien. Une parmi d'autres. Vous les faites sortir de votre képi comme des lapins, capitaine. Notez que votre mari risque lui aussi d'être mis sur la sellette, étant donné la nature de ses relations avec la victime. Avec quel mobile? On peut également imaginer que, malgré leur rencontre, mademoiselle Merlin ait refusé de dépasser le stade du flirt et que votre mari, emporté par sa passion... Mon mari est un brasseur d'affaires, passionné uniquement par son usine. Qu'en savez-vous? Puisque, sur le plan conjugal, vous vous contentez de respecter certaines convenances sociales sans vous préoccuper de sa vie intérieure. En fait, n'êtes-vous pas deux étrangers unis seulement par l'intérêt? Si mon mari avait eu des problèmes d'ordre affectif, je m'en serais bien rendu compte. Mais vous ignoriez leur rencontre en forêt. Dès lors, comment pouvez-vous être aussi affirmative? Dans ces conditions, nous nous trouvons dans une situation inextricable. Difficile, en tout cas. Très difficile. Ainsi, monsieur Vermeulen, vous prétendez ignorer la mort de mademoiselle Merlin? Monsieur l'inspecteur, cette nouvelle que vous venez de m'apprendre me bouleverse. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais immédiatement regagné mon village. Vous ne pouvez imaginer ce que représentait pour moi Sophie. Oh, si. Mais ce que je comprends moins, c'est votre femme. Après sa déposition ce matin au capitaine de gendarmerie, pourquoi n'a-t-elle pas pris la précaution de vous téléphoner pour vous informer de l'évolution de la situation? Ça me paraît incroyable. Peut-être l'a-t-elle fait. Mais je participe actuellement à un symposium d'industriels. Je viens précisément de rentrer à mon hôtel. La preuve, c'est que vous-même avez tenté vainement de me joindre cet après-midi.
Et ma femme s'est vraisemblablement trouvée dans la même situation. Admettons-le. L'après-midi qui a précédé le crime, où vous trouviez-vous? Je faisais une promenade en forêt aux côtés de Sophie. Et la nuit du crime? À bord de ma voiture. Je roulais vers Paris où j'avais un très important rendez-vous d'affaires le lendemain, dans l'après-midi. À quelle heure êtes-vous arrivé? Vers 23h30. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Monsieur Vermeulen. Étant donné la nature de vos relations avec Mademoiselle Merlin, comment expliquez-vous qu'elle soit restée dans le Cantal alors que vous vous trouviez à Paris? Il est tout de même plus facile de se rencontrer dans une grande ville où personne ne s'inquiète de vos faits et gestes que dans une forêt. Vous tenez, j'imagine, à votre réputation, même si votre mariage n'est qu'un tissu de convenance. Hein? Ah, vous êtes au courant. Mais votre femme a fini par nous expliquer la situation. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Et ma réponse va certainement beaucoup vous étonner, inspecteur. Je vous écoute. Lorsque vous avez appris que Sophie et moi nous nous rencontrions en forêt, vous avez aussitôt conclu que j'étais son amant. C'est normal d'ailleurs, sinon logique. Mais inspecteur, il n'en était rien. Alors, qu'était-elle pour vous? C'était ma fille. Quoi? Mademoiselle Merlin était votre fille? Oui, inspecteur. J'avais connu sa mère il y a 20 ans. Nous avions été séparés par les événements de l'Algérie. Quand j'ai regagné la France, elle avait épousé M. Merlin. Nous nous sommes perdus de vue, puis, à mon tour, je me suis marié dans les conditions que vous savez. Or, il y a quelques mois, la sœur de M. Merlin a fait l'acquisition d'une maison dans mon village. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de ma fille, alors qu'elle était en vacances chez sa tante. Et comment avez-vous appris qu'elle était votre fille, puisque vous aviez perdu la trace de Mme Merlin? En fait, je l'avais revue à Paris l'an dernier, par hasard, au cours d'un cocktail. Et c'est ainsi que j'ai appris l'existence de Sophie. Cette brusque révélation m'a bouleversé, puis culpabilisé. Votre femme est-elle au courant de cette paternité? Non, je ne pense pas. Et votre fille? Évidemment. Sa mère lui avait expliqué la situation. Après cette révélation, vous avez continué à entretenir des relations avec Mme Merlin? Non. Il est étonnant qu'après la mort de votre fille, elle n'ait pas tenté de vous joindre. J'étais absent de chez moi. Comment aurait-elle pu le faire? D'ailleurs, elle ignorait ma présence actuellement à Paris. Lorsque je vous ai demandé tout à l'heure si votre femme était informée de votre paternité, vous m'avez répondu « Je ne pense pas ». Est-ce à dire qu'elle aurait pu l'apprendre par un autre que vous? Peut-être. Peut-être, mais par qui? Je vous le demande, Monsieur Vermeulen. Supposer qu'elle ait été renseignée d'une manière quelconque, qu'est-ce que cela change? Peut-être beaucoup de choses. Que voulez-vous dire? Monsieur Vermeulen, il faut regarder la situation en face. D'après le portrait que m'en a tracé le capitaine de gendarmerie, votre femme semble sensibilisée par l'argent. Dès lors, on peut imaginer que Mademoiselle Merlin ait représenté un danger sérieux pour elle. C'est invraisemblable. L'argent fait parfois commettre bien des folies, Monsieur Vermeulen. Vous allez un peu loin, inspecteur. En êtes-vous si sûr? Mais rien, rigoureusement rien, ne prouve que ma femme ait été au courant de cette situation. C'est ce que l'enquête déterminera. Ainsi, Madame Merlin, vous confirmez les déclarations de Monsieur Vermeulen relatives à sa paternité. Oui, monsieur l'inspecteur. Et Monsieur Merlin, le savait-il? Depuis peu. Combien de temps? Quelques mois. Et pendant tant d'années, Monsieur Merlin est resté dans l'ignorance, puis, brusquement... Que s'est-il donc passé? Un incident assez pénible sur lequel j'aurais préféré garder le silence. Seulement aujourd'hui, ce n'est plus possible. Depuis la mort tragique de Sophie, je n'ai pratiquement pas dormi. On en remue des souvenirs dans sa tête lorsque le mauvais sort vous accable. Et quel est cet incident?
Lorsque Sophie a quitté sa pension après son bac, elle est venue naturellement habiter chez nous. Et puis elle est entrée aux Beaux-Arts. Oui, un choix que votre mari n'a pas approuvé, si je m'en réfère à sa déposition. Ah, il s'en faut même de beaucoup, oui. Et ensuite? Eh bien ensuite, les scènes ont succédé aux scènes. Un soir, alors qu'il lui faisait encore des reproches, en termes assez vifs d'ailleurs, elle lui a répondu vertement en le traitant de vieux fossile. Alors il est devenu pâle et brusquement, il a explosé. C'est tout de même grâce aux vieux fossiles que vous vivez comme des princesses. Toi au milieu de tes cocktails, de tes robes, et toi tout à tes sorties nocturnes traînant avec je ne sais qui. Et pendant ce temps-là, le vieux fossile travaille 10 heures par jour pour que l'artiste puisse gaspiller mon argent et ses forces avec des drogués et des ivrognes. Je vous fais grâce de la suite, monsieur l'inspecteur. Mais cette scène fut atroce. Jamais je n'avais vu mon mari dans cet état, au paroxysme de la colère. Il a giflé Sophie en la traitant de putain. Et quelle était la réaction de votre fille? Oh, une vraie tigresse. C'était la première fois que mon mari la giflait. Alors elle l'a insulté, toute grille dehors, avec les mots blessants de la jeunesse. Lesquels, par exemple? Oh, elle lui a jeté au visage qu'elle ne lui reconnaissait aucun droit sur elle, que ses principes étaient dépassés, qu'il avait l'esprit borné, et qu'enfin, elle remerciait le ciel d'avoir un père d'une autre trempe que lui. Et c'est alors qu'avec la cruauté de son âge, elle lui a révélé l'identité de son père. Ma rencontre avec M. Vermeulen, ses retrouvailles au village, ses promenades en forêt. Moi, je n'osais intervenir de crainte d'envenimer la situation. Et d'ailleurs, qu'aurais-je pu faire? Finalement, la discussion s'est terminée sur cette menace. Tu regretteras un jour de m'avoir traité de vieux fossile. Souviens-toi de ce que je te dis aujourd'hui. Alors, capitaine, que pensez-vous de cette réaction de M. Merlin? Menace caractérisée. Mais à supposer que Merlin l'ait mise à exécution, encore faudrait-il prouver que le soir du crime, il était ici. C'est d'ailleurs pour tenter de vérifier cette hypothèse que j'ai effectué le voyage. Il a bien un alibi, mais vous savez ce qu'ils valent parfois. Si le meurtrier a bien préparé son coup, il n'a rien laissé au hasard. Car il est intelligent et méthodique, ce monsieur Merlin. Oui. Je vais mettre mes gendarmes en piste. Et vous, quoi de nouveau? Quelques éléments curieux, moi aussi. Après votre audition de monsieur Vermeulen, je suis allé voir sa femme et ses déclarations m'ont laissé perplexe. Puis-je jeter un coup d'œil sur le procès-verbal? Oui, certainement, inspecteur. Tenez. Merci. Dans votre dernière déposition, Madame Vermeulen, vous m'aviez laissé entendre que le fait que votre mari est une maîtresse vous laissait totalement indifférente. Et je ne change rien à ce que j'ai dit, capitaine. Et si les liens qui unissaient votre mari et Sophie Merlin étaient d'une nature très particulière? Que voulez-vous dire? Le destin réserve parfois d'étranges surprises. Mais où voulez-vous en venir? Jusqu'à présent, j'étais persuadé que mademoiselle Merlin était la maîtresse de votre mari. Or, l'enquête menée à Paris par nos collègues de la PJ vient de faire apparaître un fait nouveau. Ah. Et quel est ce fait nouveau? Monsieur Vermeulen ne vous a donc pas téléphoné après avoir été entendu par l'officier de police d'Elmouli? Bien sûr, mais il ne m'a rien dit de particulier. Vous en êtes certaine? Ah, finissons-en. Que signifient tous ces mystères, capitaine? J'avoue que je comprends mal l'attitude de votre mari. Enfin, expliquez-vous. Ainsi, monsieur Vermeulen ne vous a fait aucune révélation sur mademoiselle Merlin. Mais quelle révélation? Vous ignorez donc que Sophie Merlin était sa fille? Quoi? Sa fille? Enfin, c'est une plaisanterie. S'il s'agissait d'une plaisanterie, elle serait d'un goût douteux, madame. Sa fille?
Elle était sa fille. Ah, je commence à comprendre. Quoi donc? Rien qui vous concerne. Voulez-vous que je vous aide? En quoi? À comprendre, avec vous, certaines de vos Mais démarches. quelle démarche? Voudriez-vous, par exemple, m'expliquer les raisons de votre visite au notaire la semaine qui a précédé l'assassinat de Sophie Merlin? Quel rapport entre les deux faits? D'après les renseignements que j'ai obtenus à bonne source, il n'est pas dans vos habitudes de vous rendre à l'étude de Maître Noiret, le notaire de votre mari. Dans ces conditions, quel événement vous a déterminé à effectuer cette démarche apparemment insolite? Puisque nous en sommes là, jouons carte sur table. C'est votre intérêt, madame. Et si je puis me permettre de vous donner un conseil, jouez réellement carte sur table. Eh bien voilà. Contrairement à mes premières déclarations, je savais parfaitement que mon mari rencontrait fréquemment Mademoiselle Merlin. Mais j'ignorais alors totalement qu'il s'agissait de sa fille. Parfait. Je crois que nous allons mieux nous comprendre. Ensuite, Je n'y avais tout d'abord accordé qu'un intérêt très relatif, pensant qu'il s'agissait là d'une liaison parmi tant d'autres, et que cette maîtresse connaîtrait le sort des précédentes. Mon mari, fort heureusement, ne s'attache pas. Oh, il serait même enclin à cela assez rapidement, comme la plupart des hommes d'ailleurs. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils au fait, désirent... madame, au fait. Lorsque j'ai constaté que cette liaison se prolongeait, enfin, je croyais alors qu'il s'agissait d'une liaison, j'ai commencé à m'inquiéter. Puis un jour, j'ai surpris une conversation téléphonique entre mon mari et le notaire, dans laquelle il était question d'un nouveau testament. Alors j'ai pris peur. Pourquoi? Quand on envisage de modifier les termes d'un testament, c'est qu'on se dispose généralement à y faire figurer de nouveaux bénéficiaires. Alors jusque-là, nous étions convenus de léguer nos biens aux derniers vivants. Et vous avez voulu en savoir davantage. C'est pourquoi vous avez pris contact avec l'étude de Maître Noiret. Et par des indiscrétions fort regrettables de Claire, vous avez appris que votre mari léguait une partie de sa fortune à Sophie Merlin, ce qui ne faisait évidemment pas votre affaire, n'est-ce pas, Madame Vermelaine? Effectivement. Mais j'ignorais alors que Mademoiselle Merlin était sa fille. Cela reste encore à prouver. Que voulez-vous dire? La disparition de Sophie Merlin, une rivale beaucoup plus sérieuse qu'une maîtresse, constituait la solution idéale à vos inquiétudes. Comment osez-vous dire de pareilles choses? Vous vous êtes mariée par intérêt, Madame Vermelaine. Donc l'argent joue un rôle capital dans votre vie. Qui vous permet de tenir de tels propos? Madame Vermelaine, contrairement à vos précédentes affirmations, vos domestiques n'avaient nullement insisté pour partir dans la nuit de vendredi à samedi, jour du crime. Ils avaient formulé cette demande, mais en soulignant que de toute façon leur départ pouvait être repoussé au lendemain. Or, c'est vous qui avez insisté pour qu'ils s'en aillent cette nuit-là. Pourquoi? Pour leur faire gagner du temps et leur être agréable. Ne serait-ce pas plutôt pour éloigner des témoins trop gênants? Si je comprends bien, capitaine, nous voilà avec 2 suspects sur les bras. Eh oui, mais lequel est le bon? Votre vieux fossile ou ma femme d'argent? Le roi de cœur ou la dame de trèfle? Quel foutu métier. À propos, cette Madame Dauphin, savait-elle que Sophie Merlin était la fille de Vermelaine? Nous allons le savoir rapidement. Je l'ai convoquée après cette déposition de Monsieur Vermelaine que vous nous avez communiquée. Normalement, elle devrait être là. Et dites-moi, brigadier, Madame Dauphin est-elle arrivée? Oui, il y a 5 minutes, mon capitaine. Mais comme vous étiez en conférence avec l'inspecteur, j'ai pas voulu vous déranger. Faites l'entrée. Bien, mon capitaine. Voulez-vous assister à son audition? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Aucun. C'est d'ailleurs votre droit. Entrez. Asseyez-vous, Madame Dauphin. Je vous présente l'officier principal de police d'Elmouli, qui mène l'enquête à Paris. Monsieur? Bonjour, madame. Madame Dauphin, je vous ai fait venir pour obtenir quelques renseignements complémentaires. Votre enquête progresse-t-elle? Oui et non. Voyons.
Dans vos précédentes déclarations, vous avez émis des doutes sur les liens affectifs qui pouvaient exister entre votre nièce et Vermeulen. Vous considériez qu'il ne pouvait y avoir de liaison sentimentale entre eux. C'est bien cela, n'est-ce pas? En effet. Sur quoi vous basiez-vous pour être aussi affirmative? Je connaissais suffisamment Sophie pour savoir qu'elle ne pouvait s'enticher d'un homme aussi âgé. 50 ans, ce n'est pas très vieux. Ah, tout de même, pour une jeune fille de 19 ans. Oui, je relève d'autre part, dans votre déposition, que votre nièce vous a menti à 3 reprises. D'abord le coup du cinéma, ensuite l'histoire de la panne, et enfin ces prétendues courses vendredi après-midi à Aurillac, alors qu'en réalité, elle se trouvait avec Monsieur Vermeulen. Madame Dauphin, saviez-vous, oui ou non, que votre nièce rencontrait Monsieur Vermeulen en forêt? Réfléchissez bien avant de répondre. C'est très grave. Vos paroles pourraient un jour ou l'autre se retourner contre vous. Oui ou non, le saviez-vous? Oui. Dans ces conditions, expliquez-moi pourquoi vous avez déclaré au brigadier que les rumeurs sur la liaison de votre nièce et de Monsieur Vermeulen n'étaient que des commérages. Et parce que j'avais honte, capitaine. Fréquenter un homme aussi âgé, ça ne se fait pas dans notre famille. Surtout dans un village comme le nôtre, où les gens sont à l'affût du moindre cancan. N'y aurait-il pas une autre raison? Comment cela? Vous n'allez pas me faire croire, du moins plus maintenant, que vous ignoriez la nature des liens qui unissaient votre nièce et Vermeulen, car enfin, si vous l'avez défendue quand on l'accusait d'être sa maîtresse, c'est pour une raison bien précise. Puisque vous le savez, pourquoi me poser la question? Et vous, puisque vous le savez, pourquoi ne pas le dire? Il y a des histoires de famille qu'on n'aime pas tellement évoquer. Même quand il s'agit d'un crime? S'appeler Merlin et être la fille d'un autre. Vous croyez qu'on puisse être fier d'étaler ainsi ses origines sur la place publique? Vous m'excuserez, Madame Dauphin, mais la gendarmerie n'est pas une place publique. Et les journaux? Ils vont en parler maintenant, les journaux. De quoi aurons-nous l'air, mon frère et moi? Vous n'êtes pas sans savoir les malveillances qu'on colporte dans les petites villes après de pareilles histoires. Et l'honneur de la famille, qu'en faites-vous? Ainsi pour vous, l'honneur familial passe avant la vérité. Je me permets de vous rappeler qu'il y a eu meurtre. Et c'est votre nièce qui a été assassinée. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Tout se mêle dans ma pauvre tête. Laissons cela. Je vous demande une dernière fois, en quels termes étiez-vous avec votre nièce? Excellent, je vous l'ai dit. La preuve, c'est qu'elle venait chaque année passer ses vacances chez moi. Vous a-t-elle mis au courant de la violente dispute qu'il avait opposée à votre frère? Non! Vous étiez en excellents termes avec elle, mais elle ne vous a rien dit à ce sujet. Absolument rien. Peut-être savez-vous quand même quels étaient leurs rapports. S'ils ont une violente dispute, c'est qu'ils ne devaient pas beaucoup sympathiser. Bon, c'est une la palissade, Madame Dauphin, mais vous ne répondez pas à ma question. J'ai déjà répondu à cette question dans ma première déposition. J'ai précisé au brigadier que mon frère est un homme à principe. Ça veut tout dire, non? Et que l'ambiance familiale n'était pas très chaleureuse. Alors, que voulez-vous de plus? Vous avez décidément le mensonge facile, Madame Dauphin. Quand il s'agit de l'honneur de la famille, il se justifie. C'est ce que nous verrons. Monsieur Vermeulen, je vous remercie de vous être rendu aussi rapidement à ma convocation. Une question me préoccupe dans votre attitude à l'égard de votre femme. Pourquoi, lors de votre entretien téléphonique d'hier, ne lui avez-vous pas révélé ce que vous aviez confié à l'officier de police d'Elmouli concernant votre fille? Ma réponse figurera-t-elle au procès-verbal? Tout dépendra de son contenu. Plutôt que de répondre au capitaine de gendarmerie, je préférerais pour l'instant, du moins, m'adresser à l'ami. Dans ce cas, c'est l'ami qui vous écoute. Je vous remercie. Depuis la mort de Sophie, je n'ai cessé de retourner ce problème pour tenter de comprendre. Puis récemment, un fait a retenu mon attention. Vous voulez certainement parler des démarches quelque peu singulières de votre femme auprès de votre notaire. Notamment. De même que l'absence de nos domestiques le soir du crime. Alors? Eh bien,
Bien, j'ai été pris d'un doute affreux. C'est ce que j'avais cru comprendre. Et sur le moment, je ne saisissais pas pourquoi vous lui aviez caché un événement aussi capital, mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Elle ne savait rien. Et c'est alors que j'ai essayé de me mettre à votre place. Pourquoi ce silence sur un point aussi capital? Vous est-il arrivé d'évoquer avec elle une éventuelle séparation? Directement, non. Mais j'ai fait allusion à plusieurs reprises ces derniers mois. Car maintenant, je peux vous le dire, vivre près d'elle m'est devenu insupportable. Oui, je m'abrutis dans mon travail pour oublier le vide affectif dans lequel je vis depuis des années. Avec Sophie, je venais de trouver une raison de vivre. Et maintenant, je suis retombé dans le néant. Si c'est elle la meurtrière, je vous jure qu'elle me le paiera. Ne prononcez pas des mots que vous pourriez regretter. Oui, excusez-moi, je ne sais plus ce que je dis. Mais retrouver sa fille pour mieux la perdre, dans des conditions aussi atroces. En votre âme et conscience, pensez-vous que votre femme soit capable d'un tel acte? Je ne sais plus. Mais en vérité, je ne la connais pas. Elle m'est devenue étrangère. Elle a sa vie, moi la mienne. Oui, mais peut-on appeler ça une vie? Vous ne l'avez pas revue depuis? Non. Alors oui, j'écoute. Mon capitaine, l'inspecteur Delmouli vient d'arriver, désirerait vous voir. C'est urgent. Ne quittez pas. Voyez-vous un inconvénient à rencontrer l'inspecteur Delmouli? Mais absolument pas. Bien. Faites-le entrer, voulez-vous? Oui, mon capitaine. Alors, inspecteur. Tiens, monsieur Vermeulen. Bonjour. Bonjour, inspecteur. Mon capitaine, je viens d'avoir un de mes adjoints au téléphone. Il m'a appris un fait nouveau. Monsieur Merlin, le beau-père de la victime, s'est suicidé. Quoi? Oui, ce matin même, à son bureau. A-t-il laissé une lettre pour expliquer son geste? Non, rien. Mais alors? Alors, c'est Merlin, le... Non, impossible, puisque la nuit du crime, il se trouvait chez lui. À moins qu'il ne l'ait commis par personne interposée. Attendez un peu. Oui. Par personne interposée. Qui pouvait connaître l'heure exacte à laquelle le train allait franchir le passage à niveau, sinon quelqu'un de la région? Qui pouvait se trouver dans la voiture de Sophie Merlin en pleine nuit, sinon un familier? Encore faudrait-il savoir s'il existe un lien réel entre le suicide de Merlin et le meurtre de Sophie. Je vais convoquer Madame Dauphin. Madame Dauphin, j'ai une pénible mission à remplir au Poitou. Pénible? Vous m'inquiétez. Votre frère. Hmm? Votre frère s'est suicidé ce matin même à son bureau. Quoi? Suicidé? Oui. Une balle en plein cœur. Oh. Il n'a pas laissé de lettres? Non, rien. Madame Dauphin, vous entreteniez de bons rapports avec lui? Oui, évidemment. Il ne vous a jamais fait part de soucis particuliers? Non. Vous semblez hésitante. Vous en a-t-il fait part, oui ou non? C'est-à-dire que... La dernière fois que nous nous sommes vus, il m'avait laissé entendre que ses affaires n'allaient pas aussi bien qu'il le voulait. Alors pourquoi m'avez-vous répondu non tout à l'heure? Je n'ai pas réfléchi. Je viens brusquement de m'en souvenir. Pensez-vous que sa situation financière puisse être de nature à expliquer son geste? Sait-on jamais ce qui se passe dans la tête d'un homme?
surtout à son âge. Ne croyez-vous pas qu'il pouvait avoir des raisons plus sérieuses pour en arriver là? Il est étrange que ce suicide survienne peu de jours après l'assassinat de Mademoiselle Merlin. Tout se passe comme si les deux faits étaient liés. Qu'en pensez-vous? Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Vous ne semblez pas réaliser la situation extrêmement délicate dans laquelle vous vous trouvez, Madame Dauphin. Comment cela? Lors de votre première déposition, vous avez déclaré que votre nièce vous avait téléphoné dans la nuit pour vous avertir qu'il lui était impossible de rentrer à cause d'une panne de voiture, oui, ajoutant qu'elle passerait la nuit dans un hôtel. Oui. À l'époque, c'était plausible, car nous pensions que M. Vermelaine était son amant. Aujourd'hui, ça ne colle plus. Madame Dauphin, vous avez menti. Pourquoi? Par esprit de famille. Encore? Expliquez-vous. Je vais vous faire une confidence qui vous surprendra beaucoup, capitaine. Et maintenant que mon frère est mort, lui aussi, ça n'a plus guère d'importance. Contrairement aux apparences, mon frère aimait tendrement Sophie. Mais il ne s'agissait évidemment pas d'une affection paternelle. Mais en d'autres termes, votre frère était amoureux de Sophie Merlin. Mais cette jeune fille est entrée brusquement dans sa vie, après plusieurs années d'internat pendant lesquelles il ne l'avait pratiquement pas connue. Sa fraîcheur, son intelligence ont été pour lui une révélation. Il a brusquement ouvert une fenêtre sur la vie. Évidemment, il y avait la différence d'âge, mais il refusait de la voir. Ce sont les camarades de Sophie, vous savez, ceux des Beaux-Arts, qui lui en ont fait prendre conscience. D'où sa hargne envers les jeunes. Simple manifestation de jalousie, mais une jalousie qu'il rongeait. Et tout cela pour, au bout du compte, se faire traiter de vieux fossile. Vous comprenez son désespoir? Si je comprends bien, vous accusez maintenant votre frère du meurtre de Sophie Merlin. Non. Quand j'ai appris la mort de ma nièce, j'ai tout de suite pensé qu'il ne pouvait s'agir que de lui. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai menti au début de l'enquête. Toujours par esprit de famille? Eh oui. Il n'y a qu'un ennui, Madame Dauphin. C'est que votre frère n'est pas le meurtrier de Sophie Merlin. Mais... Le jour de sa mort, il se trouvait à Paris. Mais cela ne prouve pas pour autant qu'il ne soit pas coupable. Je ne comprends pas. Pourquoi m'avez-vous demandé tout à l'heure s'il n'avait pas écrit de lettre avant de se suicider? Que voulez-vous insinuer? Que votre frère a tué par personne interposée. Oh, non. Ce n'est pas vrai. Ah, vous commencez enfin à réaliser. Mais ce n'est pas moi. Ce soir-là, vous avez versé un narcotique dans le café de votre nièce et quand elle a été endormie, vous l'avez placée dans la voiture. Non. Et pour faire croire à un accident, vous l'avez abandonnée sur le passage à niveau. Oh, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dans ces conditions, expliquez-moi pourquoi votre frère a fait de vous sa légataire universelle avant de mourir. Entrez. Un pli pour vous, mon capitaine. Merci. Quand vous lirez cette lettre, je ne serai plus. Je n'avais d'ailleurs pas le choix, fuir à l'étranger, vivre en femme traquée ou passer le restant de ma vie en prison. Oui, c'est moi qui ai tué Sophie Merlin. J'ignorais alors qu'il s'agissait de la fille de mon mari. Sinon jamais je n'aurais commis ce crime que je regrette profondément. Sachez cependant que ce n'est pas l'intérêt qui m'a guidée. C'est la peur de perdre mon mari. L'amour se réveille parfois au moment où l'on s'y attend le moins. Et quand il ressurgit brusquement, il arrive que la passion vous fasse perdre la tête. J'avais donné rendez-vous à Sophie dans un café. L'heure du mystère. C'était une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Le passage à niveau de Jean Volmier. Avec Jacques Berthier, Henri Poirier, Gaëtan Jor, Jean-Jacques Stine, Yves Arcanel, Jean Péméja, Nelly Benedetti,
Nicole Verville, Malka Rybowska. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Noélie Louis-Marie. Assistante, Annie Masse. Réalisation, Alain Barou.